Comment gérer les gens normaux? C'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions Payot. Normaux, entre guillemets, et cela a son importance. Béatrice Millettre, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, spécialiste des sciences cognitives et psychothérapeute. Ça fait déjà très longtemps que vous suivez justement ces personnes que l'on dit neurodivergentes, qu'elles fassent partie de ces groupes que l'on appelle aujourd'hui les HPI, les hypersensibles, les 10, les TDAH, Asperger et autres, et que vous les suivez et comprenez de mieux en mieux aussi leurs difficultés à pouvoir entrer dans la norme. Parce que lorsque vous parlez de normalité, et vous le mettez à chaque fois entre guillemets dans votre ouvrage, vous parlez aussi évidemment de ces normes sociales qui font notre vivre ensemble, qui sont ces codes aujourd'hui auxquels nous répondons tous pour entrer en interaction avec nos amis, notre famille, nos collègues de travail, pour pouvoir aussi enrichir ces interactions et pouvoir en tirer les bénéfices, et par bénéfices, rien de mauvais là-dessous bien entendu, les bénéfices que nous attendons de ces interactions. Vous dites de la normalité d'ailleurs que finalement, et je l'ai compris tout au long de votre livre, c'est quelque chose d'extrêmement aléatoire. Et les neurotypiques sont aussi extrêmement aléatoires. Nous ne sommes pas forcément tous neurotypiques. Et parfois, même moi, qui je pense suis neurotypique, mais il faudra encore peut-être l'analyser, je ne me suis pas toujours retrouvée dans les témoignages des neurotypiques que vous avez récoltés. Et c'est l'une des particularités de votre ouvrage d'ailleurs. Vous mettez beaucoup de témoignages en miroir de personnes dites neurotypiques et de personnes dites neurodivergentes. Pour bien comprendre de quoi on parle, définissons d'abord ce que c'est cette neurotypie. Oui, alors comme votre introduction est bien complète déjà, donc neurotypique, ça veut dire les personnes qui ont un fonctionnement neurologique, entre guillemets toujours, vous l'avez bien souligné, dans la norme. Ce qui en soi veut tout dire et ne veut absolument rien dire, parce qu'une norme, c'est une espèce de stéréotype, de composite, d'idées qu'on se fait de quelque chose de standard, un peu comme on a tous l'image d'une chaise. L'image qui nous vient spontanément, c'est un machin avec un dossier, une assise et 4 pieds, mais dans la définition d'une chaise, finalement, il y a beaucoup de différences. Et à quel moment on arrête d'être une chaise pour être un fauteuil? Est-ce qu'un tout petit dossier avec des petits accoudoirs, on est une chaise ou un fauteuil? Est-ce que 3 pieds avec un dossier, on est un tabouret ou un fauteuil? Etc. Donc finalement, la normalité et le fait d'être neurotypique, c'est un raccourci de pensée, j'ai envie de dire, une croyance qui nous facilite l'existence en nous évitant de réfléchir plus loin que nécessaire. Si je dis je veux une chaise, c'est facile, tout le monde comprend. Si je dis je veux un machin avec un dossier, une assise et des pieds, ça va être plus compliqué. Donc en termes finalement de fonctionnement neurologique, puisque c'est ça dont il s'agit, ou de fonctionnement cognitif plutôt, la neurotypicité, c'est le fonctionnement le plus commun, le plus traditionnel, un peu auquel vont s'identifier grosso modo la plupart des gens. Et par extension, à l'extrémité, on va trouver ce qu'on appelle les personnes donc neurodivergentes, qui ont par définition un fonctionnement neurologique qui s'écarte de la norme. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. C'est un peu, ça existe et ça n'existe pas en fait. C'est ça que j'essaye aussi de dire tout au long de mon livre finalement. Et c'est pour ça que je trouve que votre livre, qui s'adresse peut-être à la base aux neurodivergences, s'adresse finalement très bien aussi aux neurotypiques, parce que ce que votre livre invite à faire finalement, c'est à améliorer la compréhension de l'autre. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on m'a fait récemment le reproche d'utiliser des étiquettes en disant mais vous catégorisez les gens entre neurotypiques et neurodivergents, et ce qui est pas faux, c'est ce que je fais effectivement depuis des années, mais que en même temps je donne ces étiquettes pour s'en abstraire justement et s'en défaire et comprendre que l'autre dans son altérité, dans ses singularités, il est tout aussi légitime, quelle que soit sa manière de raisonner, de fonctionner, puisqu'il arrive au résultat escompté finalement. Si à l'école je donne aux enseignants ce qu'ils attendent par un chemin ou par un autre, finalement, qu'est-ce que ça peut faire? Tous les chemins mènent à Rome, donc on s'en fiche d'avoir pris le chemin des écoliers, d'avoir pris l'avion, d'avoir pris son temps. Ce qui compte finalement, c'est d'arriver de manière efficiente et efficace, tout simplement. Et effectivement, c'est un peu ce que vous dites, une ode à la tolérance et à l'acceptation des uns et des autres tels qu'ils sont, simplement. Vous avez imaginé plein de situations, évidemment, dans l'ouvrage, mais aussi récolté beaucoup de témoignages, et ce sont des témoignages de gens que vous rencontrez dans votre cabinet, hein?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, vous l'avez dit aussi tout à l'heure en préambule. Moi, ça fait des années et des années que je suis tombée dans la marmite de la neurodiversité et que j'accompagne des gens neurodivergents, mais aussi des neurotypiques. Et c'est vrai, ce que j'ai voulu faire dans ce livre. C'est mettre en relation aussi ce que c'est d'être neurodivergent, ce que c'est d'être neurotypique pour les uns et pour les autres, parce que pendant des années, j'ai accompagné donc les personnes neurodivergentes dans l'acceptation de leur propre fonctionnement, de leur singularité encore une fois, pour qu'ils puissent accepter d'être ce qu'ils sont, d'avoir un fonctionnement qui leur correspond et de pas fonctionner à l'envers d'eux-mêmes, comme j'ai souvent dit, en prenant le fonctionnement neurotypique comme étant argent comptant et de se l'approprier. Et donc, je leur apprenais ce qu'était leur fonctionnement et je disais juste, par effet miroir, vous avez les neurotypiques. Et en fait, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Parce que si vous ne savez pas un peu noir sur blanc concrètement dans votre quotidien ce que c'est d'être neurotypique et ce que c'est d'être neurodivergent, eh bien, vous n'arrivez pas à accepter l'autre, encore une fois, dans ses singularités. Et vous l'expliquez très bien à travers l'exemple du handicap, par exemple. Vous dites, lorsque vous rencontrez quelqu'un présentant des différences physiques, vous allez vous adapter, non pas devenir comme lui, mais ajuster votre posture, vos demandes, vos attitudes à ce que vous savez de ses possibilités. Et c'est ça, finalement, il s'agit plus d'une adaptation que de se fondre dans un moule pour pouvoir correspondre à ces normes de la société. Oui, exactement. C'est d'accepter, encore une fois, chacun dans ses fonctionnements et d'ajuster sa posture, tout à fait, en fonction de qui est l'autre et de ne pas projeter sur l'autre qu'il va fonctionner exactement de la même façon. Alors effectivement, quand on a des singularités physiques, ça se voit, ça saute aux yeux. Et là, quand on parle de diversité cognitive, eh bien effectivement, ça ne se voit pas au premier abord, au premier regard, mais ça se voit quand vous avez quelqu'un en entreprise qui a un fonctionnement intuitif, ce qu'ont souvent les personnes neurodivergentes. Ça veut dire il a le résultat sans savoir par quel cheminement il y est parvenu. Eh bien, on le voit avec l'expérience que, tu vois, la fois dernière, ça a marché, j'ai pas su t'expliquer. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu que t'avais raison, mais je sais pas trop comment t'avais fait. Donc, on le constate au quotidien et probablement on ne l'accepte pas parce qu'on n'est pas câblé comme ça à accepter qu'on puisse avoir un résultat qui tombe de la tête, par exemple, sans savoir d'où il vient. J'ai fait une petite recherche au préalable de cette émission sur Google et j'ai tapé comment comprendre un neurotypique et je suis tombée sur des foules de vidéos réalisées par des neurodivergents qui expliquent à d'autres neurodivergents comment se comporter en société, comment comprendre parfois certaines choses qui les entourent, certaines manifestations de la norme, certaines manifestations dans les conversations et autres. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour comprendre aussi chacun d'entre eux. Je vous propose un extrait, par exemple, de la chaîne de Tilapia, qui est neurodivergente et qui explique notamment comment réagir face à ce que l'on appelle aujourd'hui ces small talks, ces petites conversations où les choses n'ont pas vraiment d'importance. 4. Le small talk, c'est apaisant. Ouais, je sais, c'est fou. Parce que je pense que pour la plupart des neuroatypiques, le small talk, c'est genre l'angoisse suprême. Enfin, pour moi en tout cas, c'est hyper anxiogène. Mais pour les neurotypiques, c'est considéré comme une conversation prévisible et facile. Tout l'inverse de nous. Et en fait, l'enjeu, ça va être de pas générer d'émotions trop fortes et de ne pas trop réfléchir. Donc par exemple, le small talk, ça n'est pas donner une pluie de détails factuels sur un sujet. Donc attention quand on touche à votre intérêt spécifique. Il vaut mieux se limiter à 1 voire 2 informations factuelles. Et ça doit être des informations pas trop techniques que la plupart des gens peuvent comprendre sans avoir de références et de connaissances préalables. Les opinions engagées, type politique, véganisme, féminisme, c'est pas du small talk. Parce que ça peut générer des émotions fortes chez les personnes. Et puis toutes les réflexions existentielles, du type le sens de la vie, le futur, la mort ou la nature de la réalité, c'est pas du small talk. Et d'expliquer dans sa vidéo Tilapia que plus elle pratique ce qu'elle appelle le small talk, ces petites conversations légères, plus elle se rend compte effectivement de l'effet apaisant que cela peut avoir sur un groupe dans une conversation et que cela peut parfois engager aussi par la suite à des conversations plus profondes. Et j'ai repris cet extrait parce que vous parlez dans votre livre, Béatrice Millettre, de Félix, je pense, qui vous donne ce témoignage et qui dit « Je ne comprends pas pourquoi les conversations semblent si souvent
superficielle et dénuée de sens. Les gens semblent se contenter de rester à la surface des choses, tandis que je suis constamment en quête de plus de profondeur et de sens, et d'expliquer que ça le met mal à l'aise et que ça le rend parfois aussi malheureux. Il faut pouvoir se mettre justement à la place d'une personne neuroatypique pour comprendre comment cela engendre un malaise chez une personne comme Félix ou comme Tilapia. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les personnes neurodivergentes, souvent, ont besoin, je ne sais pas si c'est le terme, mais vivent avec un besoin de sens. C'est-à-dire chaque chose qu'elles vont faire doivent être liées à du sens. On ne fait pas quelque chose pour rien. Donc ces personnes vous disent je fais quelque chose pour des raisons. Et donc faire une petite conversation, on dira bah tiens il fait beau, t'as vu le ciel est bleu, voilà. Ça, pour eux ça c'est pas porteur de sens. Et donc c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec Tilapia quand elle dit les grandes conversations vont générer des émotions. Je suis même pas sûre que ça soit sur cet acabit-là. C'est que les petites conversations aussi c'est ce qui permet de rentrer en contact avec l'autre. Quand vous arrivez, moi je prends souvent l'exemple d'un barbecue avec un groupe qui est en train de faire cuire des saucisses, vous n'allez pas parler de philosophie, de métaphysique au gars qui est en train de faire cuire la saucisse parce que c'est pas approprié. Mais par contre, si vous engagez la conversation sur la cuisson des saucisses, quelques temps plus tard, effectivement, vous pouvez pourquoi pas parler de métaphysique, philosophie ou de sujets un peu plus engagés. C'est aussi ce qui permet les conversations fatiques, les petites conversations, d'entrer en relation avec les autres finalement. Et si vous expliquez ça aux neurodivergents, ça leur donne du sens. Et là, ils sont capables de le faire. Et ça ne devient plus quelque chose de pesant et de lourd. Mais effectivement, il faut bien comprendre qu'un neurodivergent a besoin de sens dans quasiment chacune des actions qu'il entreprend. Avec ce premier chapitre d'ailleurs que vous consacrez à ces communications et ces interactions sociales et tous ces codes, finalement je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de codes dans la norme sociale, dans notre manière d'entrer en interaction avec l'autre. Oui, c'est plein de codes et c'est très bien les codes en même temps parce que c'est ce qui permet de se comprendre les uns les autres. C'est l'alphabet qui nous permet de lire un livre et si on n'a pas les codes, finalement on reste dans une société très individualiste et où chacun fait ce qu'il veut, ce qui n'est pas le propos non plus. Mais pour un neurodivergent, effectivement, pour qui, encore une fois, il faut que les choses fassent sens, si on ne lui décrypte pas les codes ou si on peut simplement lui dire de lancer ses antennes comme d'aller faire son petit espion et son Sherlock Holmes et d'observer un peu ce qui se passe pour comprendre les codes, eh bien les gens vont mésinterpréter, mal interpréter vos attitudes pour ce qu'elles ne sont pas. Si vous détournez les yeux, on va dire ah ouais, mais il n'est pas intéressé par ma conversation, alors que c'est simplement une pause pour réfléchir mieux à ce que vous venez de dire. Voilà, hier j'étais avec quelqu'un dans mon bureau qui me dit mais j'ai un collègue, quand je suis en train de lui parler, d'un seul coup il soupire. Alors c'est très désagréable, on se dit que finalement ça l'intéresse pas ce qu'on dit. Et en fait quand on pose la question à ce monsieur, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est qu'il pense à autre chose dans le même temps, faisant deux choses à la fois, ce que sont souvent capables de faire les neurodivergents. Et c'est pas du tout votre conversation qui l'intéresse pas, c'est qu'il pense à un autre dossier qui lui casse les pieds. Mais de l'extérieur, on se dit ah, le pauvre type, ça passera pas. Et ce monsieur, si on lui décrypte pas ça, il n'avait pas idée que ça pouvait être mal interprété, par exemple. Et c'est vrai que j'ai utilisé le terme régulièrement de neurodivergent. Je devrais plutôt parler de neuroatypique. La divergence ayant choqué et je le comprends tout à fait, l'un de nos auditeurs ou auditrices, je ne sais pas le prénom de cette personne, mais donc je vais utiliser le terme neuroatypique dorénavant pour faire la différence aussi entre neurotypique et neuroatypique et parler de cette façon de s'adapter l'un à l'autre pour entrer en interaction. Vous parlez quand même souvent aussi, et on va y revenir, de ces malaises que cela peut créer chez une personne neuroatypique, de ne pas pouvoir rentrer ou de ne pas comprendre ces codes, parfois même des malaises douloureux, et pourquoi vous avez d'ailleurs écrit cet ouvrage, afin à la fois de comprendre ce malaise et pouvoir passer par-dessus, mais c'est aussi très utile pour les personnes neurotypiques de comprendre parfois pourquoi une personne s'exclut d'une conversation, d'un échange ou d'une interaction sociale ou d'une vie familiale même, parce qu'elle n'est pas comprise à sa juste mesure. Eh bien, on en reparle juste après une page de pub.
Avec Béatrice Millettre, autrice de cet ouvrage Comment gérer les gens normaux, paru aux éditions Payot dans la collection Payot Psy. On parlait de ces interactions. Je voudrais repasser encore un extrait d'une autre chaîne que j'ai trouvée sur Internet. Ça s'appelle Graines d'autiste. Et son auteur nous explique sa difficulté à dire bonjour. En tant qu'autiste, on le sait, pour nous, les codes sociaux peuvent être, je dirais, compliqués. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où je vais justement partager avec vous 5 codes sociaux que je trouve vraiment très bizarres, très étranges. Donc, le premier code social que je trouve très étrange, c'est au niveau de la salutation pour dire bonjour quand vous rencontrez quelqu'un. Il va s'agir de, tout simplement, faire la bise ou serrer la main. Alors, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais compris et qui m'a toujours beaucoup posé problème. J'ai jamais compris, en fait. On a une bouche, on a une voix. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement hello, salut, bonjour, ou que sais-je, juste avec la voix? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller s'embrasser, de se baver sur le visage, de se sentir les haleines, voilà, de sentir la peau moite des uns et des autres, etc., etc. Pour moi, c'est toujours difficile, si vous voulez, dans le sens où, en plus, j'ai des hypersensorialités à ce niveau-là, donc tout ce qui va être au niveau, par exemple, du toucher. Pour moi, ça va être compliqué. Alors, je tiens à préciser, c'est-à-dire que selon l'état où je vais être, selon les surcharges que je vais avoir au niveau sensoriel, il va être justement plus ou moins compliqué de faire ça. Par exemple, ça va être un jour où je vais être super mal, tout ça, je vais pas être dans un bon jour ou quoi. Eh ben, ça va être très compliqué si je dois aller, par exemple, faire la bise ou serrer la main à quelqu'un dans ces moments-là. Ça s'appelle Graines d'autiste. Je vous invite à aller voir évidemment la chaîne pour entendre la suite aussi et les 4 autres choses que les neurotypiques font régulièrement dans leur vie quotidienne et qui sont tout aussi surprenantes que le fait de dire bonjour. On comprend quand même Béatrice Millettre justement, et c'est pour ça moi, que ça m'a beaucoup intéressée à travers ce témoignage, cet aspect sensoriel qui est délicat et complexe pour une personne qui est autiste par exemple. Oui, tout à fait. Et ce que dit ce jeune homme est très juste, c'est que l'hypersensorialité qu'on retrouve souvent chez les neuroatypiques, ou parfois l'hyposensorialité d'ailleurs, et parfois même les deux chez la même personne, peut compliquer l'existence. Mais moi, j'ai envie de rebondir sur ce qu'il disait en parlant de compréhension. Je ne comprends pas finalement tous ces codes sociaux, etc. Et plus que de la compréhension, il s'agit d'aller dans l'acceptation. Parce que compréhension, ça veut dire j'essaye de me mettre dans tes chaussures, dans ta peau, et de ressentir ce que toi tu ressens, ce qui est globalement assez impossible, parce que ça voudrait dire avoir la même vie depuis la naissance qu'une autre personne. Donc on peut décrypter des fonctionnements pour les comprendre de manière, je sais pas comment je vais dire, un peu intellectuelle, un peu théorique, mais on ne peut pas comprendre ce que vit une personne parce qu'on n'est pas dans sa peau finalement, mais on peut l'accepter dans un sens et dans l'autre. Et donc on peut accepter que finalement dire bonjour en s'embrassant ou en serrant la main, c'est compliqué, et l'acceptation va aller plus loin jusqu'à l'assumation de dire excusez-moi, moi je vous dis bonjour de loin. C'est ce qu'on a vécu pendant le Covid, où finalement avant effectivement tout le monde se serrait la main et s'embrassait. Avec le Covid, maintenant plus personne, et quand on croise des gens, on sait plus, on se serre la main, on se serre pas la main, on reste en retrait. Et donc les codes peuvent aussi évoluer, et on peut simplement dire moi je suis pas très à l'aise dans l'idée de serrer la main parce que je suis hypersensorielle, et donc ça passe très très bien, et on va jusqu'à ce moment-là l'assumation de qui on est et de qui sont les autres aussi. Et je voulais dire aussi que pour des personnes même neurotypiques, dire bonjour parfois ça paraît tout à fait absurde parce que c'est pas porteur de sens, et que vous avez certaines personnes qui vont dire pas bonjour simplement, juste d'un geste de la main, ou simplement parce que c'est pas porteur de sens. Donc c'est pas, et c'est ce que vous disiez tout à fait en préambule, que finalement des neurotypiques peuvent aussi avoir des traits de neuroatypiques, et enfin voilà, c'est pas aussi catégorisé que on essaye de le dire finalement. Oui, c'est vrai, parce que c'est
c'était ma première pensée, c'était de me dire, c'est vrai que moi aussi parfois j'ai du mal à dire bonjour. Et ma deuxième pensée, c'était de me dire, qu'est-ce que m'énerve ces gens qui ne disent pas bonjour quand on leur dit bonjour. Et puis je me suis ravisée en me disant, peut-être qu'ils ont une bonne raison finalement de ne pas le faire et que ce n'est pas simplement un manque d'attention aux codes sociaux ou de l'interaction. C'est pour ça que je dis que ça ouvre aussi un petit peu les yeux aux personnes neurotypiques sur la manière dont on peut percevoir parfois les choses et comme nous nous sentons parfois agressés aussi lorsque ces normes ne sont pas respectées. Oui, tout à fait. Et ce que vous dites est encore une fois très très juste, c'est de dire que globalement, l'autre n'est pas machiavélique, n'est pas malfaisant. Alors il y en a peut-être des personnes sur la planète qui sont machiavéliques, malfaisants et qui portent pas de gentillesse, d'altruisme ou je sais pas quoi en eux. Mais globalement, l'être humain, il est plutôt gentil et il vient au monde. On a des publications scientifiques, des recherches qui nous disent qu'on vient plutôt au monde doté de gentillesse et d'altruisme. Et il y a qu'à voir un enfant qui a plutôt envie d'aller vers les autres et de partager quand il voit quelqu'un dans le besoin dans la rue. Je sais pas si les parents, on a tous vécu ça. Notre enfant qui nous emmène pour dire mais là le monsieur, faut lui donner des sous parce qu'il demande. Après, on a tendance à le perdre avec les codes sociaux. Donc spontanément, l'être humain, il n'est pas malfaisant, j'ai envie de dire, et que globalement, les incivilités au sens large sont plutôt le reflet de la souffrance interne qu'on porte chacun d'entre nous et des codes sociaux peut-être qu'on intériorise de trop. Et effectivement, d'avoir cette ouverture, cette acceptation et cette tolérance que l'autre, finalement, si vous dit pas bonjour, c'est peut-être pas contre vous. Et la plupart du temps, d'ailleurs, avec le recul, on se rend compte que c'est pas contre nous, mais parce que son chef vient de l'engueuler, sa femme l'a quitté, son fils est malade et qu'il a des préoccupations autres qui font que, ou simplement, justement, comme disait ce jeune homme, pour lui c'est compliqué de dire bonjour, mais c'est pas contre soi finalement, c'est simplement une altérité. Avec un témoignage que nous avons reçu, des témoignages aux questions que vous pouvez toujours nous apporter au 0471 200 500, celui de Hugo qui nous dit mon problème à moi qui fait partie des neuroatypiques, c'est que je ne comprends pas l'humour de manière générale, ce qui en général me met aussi souvent de côté lorsque mes amis racontent des blagues et que cela ne me fait pas rire. Je me force, mais cela me gêne de me forcer. C'est une chose que vous dites, faut pas se forcer. Non, faut pas se forcer. Je crois que... Alors, effectivement, votre auditeur tout à l'heure rebondissait sur la terminologie neurodivergent, neuroatypique, neurodiversité, singularité, atypisme. Je crois qu'on n'a pas de terme tout à fait juste. Et donc, si j'utilise l'un ou l'autre, c'est pas du tout... faut pas le prendre mal. C'est plutôt pour englober le plus grand nombre, finalement. Oui, voilà. C'est après, atypique, je sais pas si vous vendez un appartement atypique, vous n'allez globalement avoir que peu de visites parce que on a le sentiment appartement atypique à vendre ou à louer, vous allez vous dire ça veut dire il est complètement déglingué, je vais pas le voir. Donc atypique, des fois on peut se dire c'est pas tout à fait sympathique. Divergence, on se dit c'est loin de la norme, en même temps c'est la réalité. Donc la diversité, on se dit on est tous différents. Donc on n'a pas exactement de mots, mais c'est le concept qui compte finalement, et c'est ce mouvement de diversité cognitive ou de neurodiversité qui est important parce qu'il nous conduit encore une fois à accepter les autres dans leur personnalité, simplement, sans poser plus d'étiquettes que ça. Et c'est ça qui est important. Et je crois que notre époque aujourd'hui, depuis quelques années, il y a 10 ans, j'aurais probablement pas tenu le même discours, certainement pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, même en entreprise, on sent que ça s'ouvre et qu'on peut aller parler à son chef. Alors, pas forcément en disant coucou, je suis au potentiel intellectuel, parce que là, c'est parfois un peu mal reçu, mais en disant, mais tu sais, j'ai un peu des singularités, des fois je suis dans la lune et c'est comme ça que mes pensées me viennent le plus souvent. J'ai besoin de décanter autrement, j'ai besoin d'un casque anti-bruit, ça se fait de plus en plus, on voit des gens maintenant beaucoup qui ont les casques anti-bruit, donc je crois que c'est rentré, ou c'est en passe de rentrer, je tiens pas un discours tout à fait utopiste, mais c'est en passe de rentrer dans les mœurs, et c'est possible en tout cas d'en parler, donc effectivement ne pas se forcer, et si on n'a pas le même humour, ce qui arrive, alors souvent les gens me disent, bah oui, moi j'ai plutôt de l'ironie que de l'humour, c'est l'humour un peu au second degré, et l'humour entre guillemets standard, ça passe pas. Donc c'est pas grave, et bien on se force pas, on dit explique-moi, j'ai pas compris, à la fin on vous dit il y a rien à comprendre, vous dites pourquoi tu ris, c'est rien à comprendre, mais vous riez pas, c'est pas grave, et vous riez sur autre chose. C'est vraiment d'accepter qui vous êtes vous-même, d'accepter encore une fois qui sont les autres. Je répète beaucoup tout ça, et ce qui permet encore une fois d'assumer chacun et d'être chacun en phase avec soi-même finalement. Ce qu'il faut peut-être expliquer aussi, c'est que parfois dans l'humour, la norme sociale, ce n'est pas forcément de comprendre la blague ou de la trouver drôle, mais parfois simplement
de rire par sympathie pour l'autre. Ça ne veut donc pas forcément dire que l'humour est effectivement présent. Non, pas du tout. C'est-à-dire d'interagir. Souvent, la question est d'interagir plus que de... et on parlait tout à l'heure des petites conversations, les conversations fatiques. La question, c'est pas de faire des discussions philosophiques, c'est de rebondir sur la parole de l'autre, ce qu'on appelle un peu un jeu de ping-pong. Vous dites, il fait beau aujourd'hui, ah bah oui, mais tiens, j'ai pris mon parapluie parce qu'il y a un nuage. Et on rebondit. C'est pas forcément de donner de l'information, c'est d'interagir avec les gens. Quand on est en réunion, les gens souvent neuroatypiques vous disent, oui, mais la réunion en 5 minutes, l'ordre du jour pourrait être terminée, on n'en parle plus. Oui, mais dans réunion, il y a se réunir, ça veut dire tisser un lien social et parler de choses pas forcément transcendantes, mais être avec les autres. Et cette interaction, finalement, elle a du sens. On va revenir évidemment sur tout cela, Béatrice Millettre, et sur tous les autres chapitres aussi dont vous parlez dans votre ouvrage. Ce sera juste après le dossier « Comment gérer les gens normaux », normaux entre guillemets. C'est le livre de Béatrice Millettre dont nous parlons dans ce dossier, paru aux éditions Payot dans la collection Payot Psy. Et puis juste après, on retrouvera Déborah Damblon, notre chroniqueuse littérature jeunesse, qui nous propose de nous aimer un petit peu plus en ce début d'année. On verra avec elle évidemment sa sélection. Ça sera aux environs de 11h15. Tendance première, Véronique Tiberghien, Cédric Gauthier. Béatrice Millettre, dans le livre, vous apportez beaucoup, évidemment, des aspects de la vie relationnelle, en société et autres, que ce soit loisirs et vie familiale, la routine et l'organisation aussi, notamment dans le travail, mais dans la vie quotidienne, l'hypersensibilité, l'empathie, les relations interpersonnelles, les prises de décision également, prises de décision qui peuvent paraître parfois très complexes. Oui, tout à fait, parce que, encore une fois, les personnes donc, neuroatypiques ont un fonctionnement cognitif qui s'éloigne de la norme, c'est la définition. Et en termes de prise de décision, eh bien souvent, elles vont montrer une intelligence intuitive et prendre des décisions qui paraissent de l'extérieur tout à fait impulsives, non fondées et surtout non justifiées, puisque l'intuition étant un peu comme Archimède dans sa baignoire, vous savez, qui a des informations plein la tête, c'est un scientifique, et d'un coup il a son Eureka, les corps plongés dans un liquide, etc. Mais si notre ami Descartes lui demandait comment il le sait, il serait bien incapable de lui expliquer, puisque ça vient de lui sortir de la tête tout d'un coup comme ça. Et donc de l'extérieur, quand on vous dit comment tu pris ta décision, explique, justifie, argumente. Ah, je ne sais pas, ça vient de me tomber de la tête, donc c'est bien embêtant. Et donc dans le meilleur des cas, vous assumez votre posture, encore une fois assumez, et vous dites oui mais c'est comme ça, je sais bien que c'est comme ça que je fonctionne et qu'à chaque fois ça marche. Et si vous ne le savez pas, vous dites ah oui t'as raison, et vous repartez un peu penaud en disant je vais changer ma décision et faire autre chose. Et donc effectivement la prise de décision peut parfois être complexe, et sachant quand même, et je crois qu'il y a une chose que je n'ai pas dite, et c'est que sans que ce soit du tout prétentieux ou présomptueux, c'est que on le sait aujourd'hui finalement, tout ce qui fait la neurodiversité et le fonctionnement de ces personnes neuroatypiques, c'est bon pour tout le monde. Oui. Par exemple, prendre une décision sous le coup de l'émotion, on a encore une fois des publications qui nous le disent, sera meilleur que prendre une décision rationnelle. Et pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous écoutez vos émotions, vous prenez une décision qui vous correspond, parce que vos émotions, entre guillemets, elles vous connaissent, votre cerveau, il vit avec vous, il vous connaissent. Donc une décision intuitive, émotionnelle, va être meilleure pour vous, finalement, qu'une décision dans laquelle vous allez peser le pour et le contre exclusivement. Par exemple. Deux éléments qui reviennent aussi régulièrement dans le livre à des moments différents, c'est quand vous parlez de rigidité et de flexibilité. Oui, effectivement. Alors... C'est notamment dans l'organisation, mais vous expliquez parfois la difficulté à avoir de la flexibilité pour certaines personnes qui sont neuroatypiques, et la difficulté peut-être pour un neurotypique de le comprendre. Oui, et j'ai envie de dire, c'est un peu dans les deux sens. Donc, ce que j'allais dire, pourquoi je réfléchissais 2 secondes avant de vous répondre, c'est qu'en fait, finalement, mon propos, il est entre guillemets stéréotypé. C'est pour poser les idées, finalement, sachant que c'est pas 100% rigide, 100% flexible. Évidemment, il y a tout un continuum. Voilà. C'est juste ce que je voulais préciser. Et effectivement, les neuroatypiques peuvent paraître parfois inflexibles ou rigides parce qu'ils sont convaincus
d'avoir raison, ils sont convaincus de leur bonne foi, et de ce fait, de l'extérieur, on peut se dire, mais quand même, ils sont psychorigides, ceux-là, parce que ils peuvent pas supporter une petite conversation, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, alors que ça, c'est la base de la vie en société, et ils sont là à vous faire la morale, à vous dire, mais non, il faut parler philosophie, c'est insupportable de l'extérieur, et dans le même temps, ils sont d'une flexibilité incroyable, et souvent, les personnes neuroatypiques font ce grand écart entre flexibilité et rigidité, par exemple, entre, je le disais tout à l'heure, hypersensorialité ou hyposensorialité. On peut dire d'eux que ce sont des personnes hypersensibles qui pleurent pour la moindre chose, et qu'en même temps, ils sont froids comme un glaçon dans d'autres circonstances. Et donc, il y a aussi cet aspect qui peut paraître très ambigu et très préoccupant de l'extérieur et incompréhensible finalement de voir comment certaines personnes neuroatypiques passent du coq à l'âne en permanence aussi. Vous parlez aussi de ces vies de couple. J'ai été très touchée parce que vous avez beaucoup de témoignages et d'exemples repris, notamment de témoignages où dans un couple, l'un est neuroatypique, l'autre est neurotypique, et les difficultés que cela peut parfois engendrer dans la compréhension, dans la vie quotidienne, tout simplement du couple. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'exemples issus de couples et des témoignages des personnes que j'ai pu rencontrer, parce que souvent, on me pose la question, de manière tout à fait simple, pour un neuroatypique, est-ce qu'il doit vivre avec un neuroatypique ou avec un neurotypique? Quelle est la règle? Et en fait, la réponse est qu'il n'y a pas de règle, évidemment, parce que d'abord, les sentiments, ça ne se contrôle pas, et qu'on peut tout à fait être attiré par n'importe qui. C'est pas une question de diversité cognitive et de fonctionnement intellectuel, c'est une question de personne, de personnalité et de caractère. Et donc, effectivement, quand on est neuroatypique, vivant avec un neurotypique, eh bien, il y a des incompréhensions, ne serait-ce que l'hypersensibilité, par exemple. Le neuroatypique est capable de grimper en intensité émotionnelle, alors que le neurotypique va avoir une amplitude, une variabilité émotionnelle beaucoup plus réduite finalement, et que il peut dire à son conjoint, non mais là c'est pas possible, tu surréagis, tu surinvestis la relation, t'es trop intense, ça fait peur, je vais me brûler les ailes, alors qu'en fait pour le neuroatypique c'est simplement son quotidien, et il ne voit pas pourquoi il ne serait pas intense, et de mettre finalement de l'intensité dans chaque action qu'il entreprend, c'est quelque part aussi magnifique. Et donc ça peut créer cette disparité, et d'un côté comme de l'autre, et le neurotypique qui est perçu par le neuroatypique comme étant complètement insensible et n'étant pas capable de s'enthousiasmer devant un brin d'herbe en disant mais c'est pas possible, tu manques d'ouverture d'esprit, c'est invraisemblable cette chose-là. Et finalement, on se rend compte au final que ça ne présente aucun intérêt dans des couples qui peuvent vivre tout à fait bien ensemble, encore une fois, à condition de s'accepter l'un l'autre et d'avoir conscience que c'est pas interchangeable. On ne demande pas à un neurotypique de ressentir la même intensité émotionnelle, par exemple, et on ne demande pas, enfin voilà, c'est pas interchangeable, c'est tout. Je voulais juste citer un exemple d'une interaction de couple. Vous dites vous citez, cette conversation. Notre petit garçon a une gastro. Le médecin lui a prescrit une solution de réhydratation et un autre médicament, un désinfectant intestinal. Janine n'en a acheté qu'un, disant que c'était les mêmes, parce que les deux s'avèrent être des poudres à diluer. Lorsque je lui fais remarquer, elle me dit qu'elle a regardé la notice et qu'il est écrit que c'est la même chose. En fait, il y a écrit, entre guillemets, s'utilise comme complément de la solution de réhydratation. Ma femme me dit, tu vois, c'est pareil. Avant, je m'obstinais, sachant que j'avais raison. Je voulais lui faire entendre qu'elle avait tort. Maintenant, j'ai compris que nous ne comprenions pas les mots de la même façon. Pour la gastro, je lui ai juste dit que je faisais confiance au médecin et que je retournais chercher le deuxième médicament. Elle pense que ça ne sert à rien, mais elle me laisse faire. C'est quand même des petites frustrations qui se construisent au quotidien. Alors, ce seront des petites frustrations, encore une fois, si vous pensez, comme au départ, que il faut faire entendre raison à l'autre. À partir du moment où vous vous dites, de toute façon, il est comme ça, elle est comme ça, c'est sa vie, elle a une jambe en moins, elle a une jambe en plus, elle a 3 bras, elle a 3 yeux, qu'est-ce que ça peut faire d'essayer de lui dire, je vais t'en enlever un, je vais t'en rajouter un? C'est juste l'interaction qui compte, et j'ai envie de dire, seul le résultat compte, c'est de soigner le petit garçon justement de sa gastro, et dans un cas comme dans l'autre, finalement, encore une fois, tous les chemins mènent à Rome. Donc il n'y a pas de frustration à partir du moment où vous le faites en conscience.
C'est ça, je crois, tout le propos qui est le mien en permanence, c'est de dire on le fait en connaissance de cause et en conscience, sans chercher à transformer l'autre comme on est soi-même. Exactement, et mieux comprendre comment est l'autre, c'est aussi s'ouvrir à lui et améliorer effectivement ses interactions. En tout cas, c'est un monde plein de richesses qui s'ouvre à ceux qui ont l'idée d'ouvrir leur cœur, leurs yeux, leur esprit aux personnes, qu'elles soient neurotypiques ou neuroatypiques, et de pouvoir s'enrichir les uns les autres. C'est finalement ce que vous proposez avec cet ouvrage. Comment gérer les gens normaux, entre guillemets, où vous comprenez que finalement, rien n'est normal. On fait un peu comme on peut. On fait comme on peut. Effectivement, la boucle est bouclée. On a commencé par dire que la normalité n'existe pas. On termine en disant que finalement la normalité n'existe pas. On a tout compris, mais ça n'existe pas. Mais ça nous parasite quand même pas mal, tant qu'on n'a pas compris que ça n'existait pas finalement. C'est vrai. Je crois. Autant se plonger dans votre livre, donc Béatrice Millettre. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour venir nous en parler dans cette émission. Et rendez-vous au prochain ouvrage que vous aurez la bonne idée d'écrire. Belle journée à vous. Oui, tout à fait. Merci Véronique, à bientôt. À bientôt.